Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café. Je suis votre animatrice Catherine et je suis avec Audrey. Comment ça va, Audrey? Ça va bien. Et toi, Catherine, comment ça va? Ça va bien. J'avais envie de chanter la bamba aujourd'hui. Est-ce qu'on fait ça? On peut chanter la bamba. Vas-y. Yes! La bamba. Ça marche moins bien que dans mon imagination, cette intro-là. Non, c'est ça. Ça était plus fluide dans ma tête qu'on allait comme chanter la bamba puis ça allait être super naturel. Mais ça l'est pas on manquait vraiment. de pratique. Mais c'est parce qu'on attend l'été qui s'en vient un jour. Oui, et en attendant, fallait regarder le film La Bamba. Il me semble qu'il est encore sur Netflix. C'est vraiment un excellent film. Oui. On devrait faire plus de recommandations de films parce que juste écouter des histoires de crimes tout le temps, c'est triste! Oui, n'est-ce pas? C'est triste. Mais La Bamba aussi, c'est triste parce que Richie Valens est mort dans le même avion que Roy Orbison. Que Buddy Holly. Oui. Roy Orbison. J'allais dire Roy Orbison n'est pas mort. Roy Orbison est tellement mort. C'est vrai, j'avais oublié. Oui. Oh, Buddy Holly, non. pardon. J'allais dire c'est le matin, mais non, c'est l'après-midi. Bienvenue à Un peu de crime dans votre speaker. On vous parle de musique et on ne parle plus du tout de... C'est une blague. Alors, aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale pour nous parler d'un cas très rocambolesque qui est lié à quelque chose dont on a déjà parlé. Alors, bonjour Mégane. Hey! Je suis revenue! Tu es revenue chanter la bamba Ben avec oui! nous. Tu nous as jamais Super. quittés. Je vous ai jamais quitté, je suis encore là. Tu es toujours T'es dans venu notre pour le cœur. café, t'es resté pour le crime. Voilà. Ouais, exactement. Ah. Alors, aujourd'hui, c'est toi qui vas nous faire une histoire de crime. Et nous avons, bien sûr, un café dont on aimerait parler aujourd'hui, n'est-ce pas? Ben oui. Je vais vous présenter mon café. Ah oui, vas-y. Ben oui. J'avais un doute dans ma tête tout d'un coup. Oui. Ouais, non, c'est ça, oui. En fait, je vous avais fait la suggestion il y a une couple de semaines, mais c'est encore mieux que je vienne la présenter en personne parce que c'est mon café personnel que je bois tous les matins et que j'aime beaucoup, que j'ai acheté exclusivement à cause du nom et que j'ai gardé parce que ça goûtait très très bon. En fait, oui, c'est ça. C'est un café de Aga qui est une brûlerie québécoise, donc basée à Laval, et c'est dans leur café équitable biologique, donc le nom c'est le Orgasmo, on voit pourquoi je l'ai acheté. C'est ça, à un moment donné je me cherchais un café, et en fait l'étiquette était très suggestive parce que on peut y lire né sous le signe du plaisir, ce mélange est une explosion de saveurs, un plaisir exquis, plaisir une deuxième fois. Résultat du mariage des cafés cueillis dans la canopée amazonienne et indonésienne. Donc c'est comme un alliage. C'est un café de torréfaction noir et brun, donc c'est vraiment mélangé. Et je dirais que c'est un café qui est excessivement bien balancé. Donc si vous voulez quelque chose pour vous réveiller le matin, mais avec un petit kick, on dit que c'est un café explosif et acidulé. Donc il y a vraiment justement toutes ces explosions de saveurs bien promises par l'étiquette, mais qui sont justement très bien balancées, très très crémeux, très agréable pour se réveiller en douceur le matin. Donc je vous le suggère, le Orgasmo de Aga, qui se trouve dans toutes les petites épiceries locales et biologiques et surtout les fruiteries. C'est surtout là que je le trouve, de Montréal, mais peut-être aussi en région. C'est donc bien fancy, puis c'est donc bien une belle explication des notes de saveur du café. Je pense qu'il va falloir qu'on apprenne des leçons de cet extrait. En tout cas, moi, je suis pas éloquente comme ça. En tout cas, on a des excellents invités à Un peu de crime dans ton café. On les aime beaucoup, puis on les garde longtemps. Oh, oui. Merci. Puis c'est ça, moi, mon café, je le fais à la cafetière italienne. Je suis une grande fan de la cafetière italienne. Donc, qui permet justement cette explosion de saveurs, mais c'est très bon aussi à la presse française, que je le fais des fois aussi. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de la cafetière italienne. C'est une option qui existe et qui est
relativement facile. Ouais, quand même Oui, assez mais simple. c'est long! Mais c'est Si long, long que puis ça. comme quand j'ai découvert ça, les cafetières octogonales, je ne comprenais pas le principe, et je trouvais que ça prenait une éternité, mais je me disais, mon Dieu, mais c'est sûrement que je fais quelque chose Mais de pas correct. une fois qu'on pogne la twist, c'est assez rapide. Moi, je dirais, en moyenne, ça me prend 5 minutes le matin pour faire bouillir mon eau, mon café coule, that's it, tout va bien. Ça me permet de faire mon déjeuner en même temps, le temps que ça chauffe, puis après, on est parti pour la journée. Et nous, les femmes, nous sommes bonnes en multitasking, on sait ça. Oh que oui! Oh que oui! Alors, c'est une cafetière parfaite pour nous, notre style de vie de jeune femme dynamique et urbaine. Hashtag girl boss! Girl non, boss. hashtag boss girl, comme Boss je girl. dis. Ah oui, hashtag boss girl, Comme Claude hashtag Fanef. boss babe. Ça va être notre propre hashtag boss girl qui, moi qui connais pas les expressions. Alors, aujourd'hui, de quoi tu vas nous parler, Ben oui, Mélanie? mais aujourd'hui, j'ai un autre boss girl à vous présenter, ben un boss boy. Pas le genre de boss boy qu'on peut imaginer. Et c'est pas nécessairement un cas isolé, c'est plus une carrière de crime, comme j'aime l'appeler, parce que aujourd'hui, je vais vous parler de Georges Lemay, qui a été name-droppé dans l'épisode sur Monica la mitraille. Donc, ça se passe un peu dans les mêmes cercles, dans les mêmes années, mais Georges Lemay, qui est connu surtout pour un vol de banque qui a eu lieu à Montréal en 1961, mais qui est un peu une espèce de vedette du crime parce que il avait beaucoup de personnalité, Monsieur Lemay, puis on en parlait beaucoup dans les journaux, et il aimait beaucoup faire des entrevues aux journaux aussi, surtout à Le Petit Journal de Montréal, qui ont pas beaucoup de dossiers avec lui, donc qui racontent leur vie. Donc ça fait partie de mes sources, Le Petit Journal de Montréal. Qui aimait ça faire des potins sur Georges Lemay. La presse, la presse évidemment aussi, notamment un autre article de Daniel Proulx pour sa chronique des crimes et des hommes. On aime beaucoup Daniel. Mais je sais que Daniel Proulx, dans son livre Les grands procès du Québec, il l'appelait le Arsène Lupin québécois. Alors, si vous avez bingé la série Lupin, j'imagine que l'épisode d'aujourd'hui, ça devrait être votre tasse de café. Votre tasse de café. Ouais, c'est ça. Donc c'est ça, on l'appelait le Arsène Lupin québécois. Et il y avait aussi le nom surnom du gentleman cambrioleur. Donc, parce qu'il était très charmeur, Monsieur Georges Lemay. Et une autre de mes sources, c'est un court passage que Audrey m'a envoyé qui paraît dans la Mafia irlandaise de Montréal, qui est écrit par Darcy O'Connor. Donc paru en 2012. Merci Audrey pour ton envoi qui était ça m'a permis aussi de préciser certaines dates parce que comme les journaux de cette époque-là, il y avait comme un petit peu de la misère à avoir leur fait en ordre là. Donc des fois les dates, surtout des dates de naissance, c'est pas très clair. Ouais, fait plaisir, mais c'est tellement drôle parce que quand j'avais découvert ce cas-là puis que je l'avais mis dans la liste, j'en avais parlé à mon copain puis j'avais dit « Ah oui, Georges Larac, là, il volait des bombes. » Mon copain m'a tellement regardé. Whoopalaï! Je me suis trompée de Georges. Pardon, faut Georges pas, Larac, t'es non, une bonne c'est ça. personne. T'as fait le soleil de toi-même puis t'as mélangé les noms de famille. Mais non, Georges Larac, il est vegan, il volerait pas des banques. Mais non, ils volent pas des banques. C'est un bon Mais c'est Jack. bien dommage parce que j'arrive pas à trouver de photos de Georges Lemay sur Internet. Vous savez que j'aime ça voir les faces des gens. Eh oui, non, mais je t'en ai envoyé une, il est en chest. Oh oui, c'est lui! Oui, Ah, c'est ok, lui, parfait. c'est Oui. ça. Bon, c'est correct. Beau. On va revenir tantôt sur la J'ai photo pu en me gel. rincer l'œil un petit peu. Oh, 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 oh. Eh oui. Donc, un petit préambule avant de rentrer dans la vie de Georges Lemay. Donc c'est ça, c'est un personnage quand même relativement connu au Québec et en Amérique du Nord parce qu'il est pas juste agi au Québec. Mais peut-être un peu plus pour les plus vieilles générations parce que moi, personnellement, avant de le lire par hasard dans un article, j'avais aucune idée c'était qui ce monsieur-là. Non, ok. Donc, je suis tombée là-dessus en faisant justement mes recherches sur Claude Fanef, qui, à un moment donné, dans un article, on le compare à Georges Lemay. On dit que Claude Fanef était le Georges Lemay de la fraude. Si vous avez écouté l'épisode sur Claude Fanef, le petit crime puff que j'ai partagé, on va se rendre compte assez rapidement que la comparaison est pas très juste. En fait, les deux choses qu'ils ont en commun, c'est qu'ils aiment les yachts. Les yachts. Les yachts. Ils aiment les bateaux. Mais c'est pas mal la seule affaire qu'ils ont en commun, parce que sinon ça n'a pas rapport. À l'époque, Georges Lemay était vraiment une vedette dans les journaux, puis il était souvent vu par la populace comme une espèce d'underdog. Il était célébré pour ses exploits criminels, parce que on le connaissait pas très bien, donc
ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est aussi de mettre son exploit qui était célébré à l'époque par le monde, mais aussi de le mettre en rapport avec le reste de sa vie, parce que pour vrai, c'était pas un Monica la mitraille. Georges Lemay avait pas vraiment de scrupules à laisser des cadavres sur son passage. Donc il était dans la mafia irlandaise, là. Il était pas un enfant de cœur. Le West End Gang. Le West End Gang, oui, c'est ça. Donc voilà, je vais faire un espèce de portrait de Georges Lemay, de sa vie, puis des crimes qu'on le connaît, en tout cas les plus connus, là. Il y en a d'autres qui sont passés sous le silence. Alors sans plus tarder, laissez-moi mettre un peu de crime dans votre café. Yeah! Oh oui, vas-y, tellement. Megan, vas-y. Crime. Donc j'ai séparé mon histoire en parties. OK. Oui, donc partie 1, que j'ai nommée Mystère et Petit délit sans importance. Donc, Petit délit sans importance, c'est une citation d'un article dans le Petit Journal qui est écrit par Michel Vadeboncoeur, qui disait qu'on le connaissait pour des petits délits sans importance, qui est un peu un understatement, là. Mm-hmm. Donc voilà, Georges Lemay, né le 25 janvier 1925 à Shawinigan, était, selon les dires de Daniel Proulx, citation, « un fils aimé d'une famille aisée, éduquée, de type rare dans la chronique policière qui aimait le luxe, mais moins le travail. » Donc, fin de la citation. Donc, on sait qu'au début de sa carrière, on disait qu'il était un ex-agent d'immeuble, alors que paraît qu'il n'a jamais vendu une maison de sa vie, ce qui est assez représentatif de la manière dont il est dépeint dans les journaux. Donc, c'est vraiment difficile de trouver une information qui se trouve pas rapidement contredit, soit dans un article de la même année ou plusieurs années plus tard. Et même sa date de naissance, comme j'ai dit plus tôt, et l'année de sa mort, spoilers, change vraiment d'une source à l'autre. Oui, il meurt. Il est né en 1925. Je veux pas faire de peine, mais on est comme 100 ans presque plus tard. Oh! Donc c'est ça, des fois on voyait qu'il était né en 1926, 1925, mais j'ai pris la date qui est dans le livre de la mafia irlandaise de Montréal, parce que j'imagine qu'il y a eu plus de recherches que dans le Petit Journal de 1966. Ben, tout ça pour dire que il a probablement jamais été un agent d'immeuble, mais il savait comment user de son charme, et il y a beaucoup de policiers et de journalistes qui disent qu'il était très très charmeur, et il y avait vraiment une aura plus grande que nature. Donc on disait qu'il était toujours poli, toujours drôle, et vraiment pas... Il charmait la police. Oui, c'est ça, il était vraiment pas du genre à fuir la police. Là, les gens, ils le vantaient parce qu'ils disaient « Ah, mais tu sais, quand la police vient chercher Georges Lemay, il va pas courir puis s'enfuir, il va juste comme... accepter d'être arrêté, puis genre suivre les policiers. » Il va dire aux policiers « Oh, avez-vous perdu du poids récemment? » C'est comme « Oh, c'est une nouvelle coupe de cheveux ici? » Oh, vous allez au gym, vous, hein? Mais on va se rendre compte vite que c'était pas vrai, c'est pas nécessairement toujours vrai, cette affirmation-là. C'est venu plus tard dans sa vie. Parce que dans son plus jeune temps, il aimait plutôt confronter la police. Donc on sait qu'en 1950, par exemple, il se serait embarré dans son auto à l'angle des rues Sainte-Catherine et Saint-Denis à Montréal, puis il a refusé de sortir quand les policiers lui demandaient de circuler, ce qui aurait apparemment créé un méga trafic monstre. Donc c'est comme... C'est tellement péri. Oui, c'est vraiment péri. Ça l'est vraiment, c'est ça. C'est comme... Je bougerai pas mon char, non! C'est ça, là. Laissez-moi tranquille. Viens, là! Toi, pour ton char, toi! Pour retourner à sa vie, le 19 mai 1951, il épouse Huguette Daou, 20 ou 21 ans à l'époque. Lui, il en avait 26. Ah, donc, parfait. 25-26. Donc, c'est ça, avec laquelle il vit à Miami, en Floride. Miami! Oui, c'est ça, moins d'un an plus tard. Avec les crocodiles. Avec les crocodiles. Les gens aiment Miami et la Floride. Pour une raison quelconque. Ouais, c'est ça. C'était les snowbirds de l'époque. C'était des criminels. Donc, moins d'un an plus tard, le 4 janvier 1952, Huguette disparaît mystérieusement. What? Ça faisait même pas un an qu'il était marié, là. Et Georges Lemay, il se rend à la police pour la déclarer disparue, puis il dit qu'elle serait peut-être enlevée, on sait pas trop, mais elle a disparu. Ça se pourrait que quelqu'un l'ait choqué dans un lac plein de crocodiles. Ouais, c'est ça, dans les plein de swamps. dinosaures. Peut-être. Plein de dinosaures. Ça va t'enlever des preuves, là, rapidement. Mais voyons, attends, fait que là, supposément, il aurait tué sa femme? On sait pas.
Mais là, Ah! c'est ça, la police américaine retrouve pas le corps du Get Daou, déclare, mais aussi il déclare que sa disparition est assez louche et mystérieuse, mais ils ont aucune preuve contre Georges Lemay, donc ils abandonnent l'affaire. On sait pas trop où est-ce que ça s'en va. Mais l'année d'après, en 1953, Georges Lemay publie son autobiographie à l'âge vénérable de 28 ans, dont le titre est « Je suis coupable ». Pas là, je pense tout. Il a fait un O.J. Simpson de lui. Oui, exactement. Mais c'est comme c'était près O.J., non? Ouais. Ouais, c'est ça. O.J. a fait un Georges Lemay années lui-même. 90. Ouais. Il en avait entendu parler, il est un grand fan. Mais non, mais excusez, là, juste pour rectifier ça, ok, OJ, c'est si j'étais coupable. Ah, ah. Ouais. Non, C'est Georges pas Lemay, il la est même comme If I had done it. je suis If I coupable. had done it, c'est ça. Ah, ah. Ah If. bon, voilà. Big if. Ouais, mais dans le livre qui s'appelle Je suis coupable, il dit qu'il est innocent, puis qu'il a pas tué sa femme. Mais Ok. il me semble que c'est un peu louche, là. C'est un drôle de titre, Georges. Come on. Ouais, c'est ça. Mais ça montre un peu aussi sa personnalité. Il aimait ça confronter. Ouais, j'aurais aimé vraiment ça aller la lire, mais il est juste le livre est juste en consultation à la BANQ, donc j'ai pas pu aller fouiller dans les archives à cause de la maudite pandémie. Mais Mettez vos masques. mettez vos masques, j'ai hâte que ça finisse. Mais oui, c'est ça, il est disponible à la BANQ si jamais vous voulez aller jeter un coup d'œil là-dessus. Je suis coupable. Je suis coupable de Georges Je Lemay. suis coupable, mais Mais là, pas. tu sais, je veux pas enseigner aux gens comment commettre des crimes, là, mais il me semble qu'il aurait dû aller à la police puis dire que sa femme, elle s'était sauvée avec quelqu'un. Ben gars, je sais pas quoi te Ma dire. femme avait un amant, elle a rencontré un bel Américain riche qui venait de la côte ouest puis elle est partie avec. Voilà! C'est ça. Mais c'est Encore vraiment là, triste. je peux pas vous dire Tu comment vas- commettre des crimes. Ben, c'est super triste, là. Elle était super jeune, elle avait 21 ans, puis tu regardes les photos, elle a vraiment un baby face, là. Elle a l'air d'en Oui. avoir 14, là. Elle était super belle. Elle était full B. C'était bien. Huguette était B. Qu'elle était belle. Mais son corps a été retrouvé exactement 12 ans plus tard, le 4 janvier 1964, la même date de sa disparition, dans les eaux des Keys en Floride. Donc, ça devait être dur à identifier, mais ils ont retrouvé son corps vraiment, vraiment longtemps plus tard. Ben, au moins ça, on le sait, t'sais. Moi, je trouve que c'est toujours moins pire quand tu retrouves des cadavres que quand Ouais. les gens sont disparus pour toujours, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok, Parce Parce qu'au moins, t'as du closure, mais... que là, sa carrière de criminel, si on veut, continue. En 1954, il est traîné devant les tribunaux par son amante et acquitté des accusations d'intimidation auprès d'elle. Donc, il s'était fait une nouvelle blonde un an après... 2 ans après la disparition de sa femme, puis ça allait pas très bien. Et On dirait, ouais. ouais, c'est ça. En 1955, il est arrêté pour avoir troublé la paix et pour voie de fait contre 2 policiers. OK. Comme tabasser les policiers. Votre fait, c'est pas se Oui, battre c'est avec des ça. gens. Ouais. Il s'est tabassé avec eux autres. Il est trouvé coupable et il est comme d'une amende de 25 $. Nice! Ouais. C'est 25$ frapper un policier. Ouais, c'est ça. Ça coûte 25 $ frapper un policier. Mais c'est à peu près à ce moment-là qu'il il est connu dans le milieu criminel pour ses talents en tant que perceur de coffre-fort. C'est ça sa job. Oh! C'est ça. C'est un C'est un perceur perceur. de coffre-fort I like that. professionnel. On dit aussi qu'à l'époque, il était un bon ami de Lucien Rivard, voleur de banque notoire, trafiquant d'armes et importateur de drogue, avant de se joindre au West End Gang, le gang de l'Ouest de la mafia irlandaise de Montréal. Wow! Mais je trouve ça, juste une petite parenthèse sur les noms des gens encore, qui est mon sujet préféré de tous les temps. Me semble que tous les gangsters américains ont des noms plus cool que nos gangsters à nous, puis je trouve ça plate un peu. Lucien Rivard! Ouais, c'est super... On dirait un garagiste. C'est ça, ça Ouais. se fond dans le décor. Il va faire ton changement d'huile, Lucien Rivard, là. Il va pas te vendre de la drogue. Mais t'aurais pas Al Capone qui fait ton, non, changement Non, d'huile, tu sais. vraiment pas. Non, ok. Ouais, Ben oui. Donc, en 1957, c'est là qu'il effectue son premier gros vol de banque, parce qu'il en a fait des petits Ouh. avant. Mais, donc, il avait recruté une équipe du West End Gang. C'est pas clair de savoir si c'est quelque chose qui a été commandé par la mafia ou pas, mais en général, les textes qui en parlent sont comme formulés de manière à distancer le vol de la mafia. Donc, ils disent que le cerveau de l'opération, ce serait juste Georges Lemay, pardon. Donc, en janvier 1957, le groupe l'idée par Georges Lemay, il aurait réussi à percer un tunnel sous la voûte de la Banque Royale située au centre d'achat Van Horn dans Outremont. Oh my god! Ouais, Ok. ouais. Où ils ont volé environ 2 millions de petites dollars marmottes. en liquide, bijoux et valeurs mobilières, donc des objets Wow! qu'il y avait dans des coffres forts.
Wow! Ils sont Puis- passés par en dessous. Non, ils Puis sont partis des par des titres de propriété, j'imagine? C'est ça, les valeurs mobilières? C'est comme Ouais, c'est tes ça. titres de propriété? OK. Ouais, c'est ça. Environ 2 Nice. millions en 1957, c'était beaucoup d'argent, là. Oui. Mais c'était pas son plus gros coup, là. C'était son premier gros coup. C'est son premier gros coup. Fait que c'est basically comme Ocean Eleven, mais George Clooney est aussi un tueur de femmes. Oui, exactement. OK. Moins Mais le fun. Mais c'est ça qui est Ouais. un peu mélangeant parce que, en général, les gens se souviennent juste du côté de George Clooney, de Georges Lemay, puis ils passent un peu sous silence tous les crimes un peu plus sordides qu'il aurait fait, dont tuer sa femme. Et aussi, la même année, après le vol de banque, le 2 juillet 1957, un des membres du West End Gang, Larry Petrov, donc qui venait de la C'est Roumanie, pas un joueur de hockey, ça. c'est aussi un membre du West End Gang de 1957. Larry Petrov. Ouais, qui était aussi Larry un Petrov. partenaire de crime de Georges Lemay dans le vol de la Banque Royale, disparaît mystérieusement alors qu'il est en liberté conditionnelle en attente de son procès pour possession de narcotiques. Le 10 juillet 1957, John Petrov, son père, signale la disparition de son fils Larry Petrov, et 10 jours plus tard après ce signalement-là, 2 femmes qui campaient au bord du lac Waro dans les Laurentides Oh, le lac Waro! font la découverte macabre d'une jambe humaine détachée du tronc qui fut identifiée plus tard comme étant celle de Larry Petrov. Hey, ça te scrape ta fin de semaine de camping, ça. Plus que des baringouins. Pas besoin d'avoir peur de marcher sur des algues quand tu vas te baigner dans le lac, hein. Il y a des jambes No. de mafiosos. De Ozo. gangsters qui pop up. Au lac Waro. OK, je trouve ça très drôle. Ouais, c'est loin pareil, là. C'est très loin. Mhm. C'est- Elle a fait du chemin, cette petite jambe-là. Là. Eh oui. Rapidement, c'est ça, il soupçonne Georges Lemay d'avoir commandé l'assassinat de Larry Petrov, Ouais, mais... non, jamais, non. Non. Ah! Ça, c'est ça, concours de non. circonstances. Mais ils l'ont jamais arrêté par manque de preuves. Il a juste été arrêté pour port d'armes, mais il s'en est sorti avec une simple amende de 43,75 $. Mais c'est pire que frapper Hey, les policiers. Ouais, parce que t'as une port d'armes illégale. Ah! Ok, dans ce temps-là, commettre des crimes, là, c'était genre Ça coûte... pas si grave C'est ça, que ça. là. là. Ils ont volé C'est 2 des millions à la tapes sur le banque. poignet. Puis, C'est ça. Aujourd'hui, on a une amende de 1500$ si on prend une marche à 8h15. mhm. Mais je pense que c'est... Si on traverse la rue à mauvaise place. Aussi, ouais. Ouais, ouais, Ça, ouais. c'est 100$. C'est pas traverser la rue au Ouais, mauvais c'est ça, place. jaywalking, là, c'est pas mal plus cher que port d'armes en 1957. Donc, c'est aussi, je dis, ça met aussi en perspective par rapport à Monica Lamitraille, parce que Georges Lemay, qui était un fils de bonne famille et de bonne éducation, comme le dit Daniel Proulx, se tient avec des gens pas très très recommandables, mais c'est pas d'un concours de circonstances, par exemple, tu sais, la vie de Monica Lamitraille, c'était vraiment grandi dans la pauvreté, puis le milieu qui l'avait forcé, si on veut, à survivre. Donc, Georges Lemay le fait parce que c'est Ça y tente. un petit voyou. You Il do était you, bored. Georges Lemay. Ben oui, c'est ça. Il aimait ça percer des coffres forts. T'es hashtag boss boy. Hashtag boss boy. Donc, là, c'est comme un peu une première partie à, justement, pour nous amener à la partie 2, ce que j'ai nommé Chapitre 2. Chapitre 2. Une entreprise géniale et diabolique, comme le dit l'un des magistrats qui a présidé à son procès. Donc, Oh. le gros coup de Georges Lemay, celui pour lequel on le connaît le plus, c'est le fameux vol de la Nova Scotia Bank à Montréal. Donc, Nova Scotia Bank. Scotiabank. Oui, c'est ça, qui était aussi connu Ah. à l'époque, Banque de la Nouvelle-Écosse, mais qu'on connaît aujourd'hui comme la Banque Scotia. Ah, ben La banque qu'on Dont essaie on regarde plus les annonces souvent. quand on va au cinéma. C'est ça, au cinéma, au cinéplex qu'à la banque elle-même. Ouais. oui aussi. Mhm. Donc voilà, je vous inviterai à imaginer la scène. Fermez vos yeux, mettez-vous dans le mood. Vendredi soir du 23 juin 1961. C'est la veille de la longue fin de semaine de la Saint-Jean. On est à Montréal, à l'intersection des rues Sainte-Catherine et Saint-Alexandre, juste à l'ouest de la rue Bleury. C'est là où se trouve la succursale de la Banque de la Nouvelle-Écosse, Nova Scotia Banque Bank, Scotia. Banque Scotia. On peut imaginer, c'est ça, chaude soirée d'été, les touristes mangent sur les terrasses, il n'y a pas de pandémie, tout va bien. C'est la Saint-Jean demain, on va faire le party. Yeah. Grosse fin de semaine. Checker du monde dans le feu. Ah Checker du monde dans le feu. Mon Dieu, c'est wild, vos Saint-Jean, vous autres! On peut pas ça, nous autres! On s'en va au méga projet. T'es les cowboys fringants. Oui, c'est ça, exactement! T'écoutes les gamins fringants pis tu bois de la Molson.
Oui! C'est ça, la Saint-Jean. C'est ça qui se passe. Ouais. Donc, à l'angle de la rue Sainte-Catherine, Saint-Alexandre, 5 hommes patrouillent le coin de rue en voiture depuis une demi-heure. Leur nom, André Lemieux, Yvon Lemieux, 2 frères, Roland Primo, Jacques Lajoie et Georges Lemay. Donc, une fois que Jacques... On dirait une gang de retraités qui s'en vont jouer au golf. Ouais, c'est ça. Là, c'est leur ligue de curling Ligue de fin de bowling. semaine. Oui, c'est ça. La ligue de Balmol! Ça va jouer à Balmol! On va aller jouer à Balmol. Mais non, Chez on va Dieu, pas chez jouer à les Balmol. épaules. Donc, c'est ça. Jacques Lajoie check un peu partout. Il déclare que la voie est libre et chacun des hommes prend leur place. Donc, un des frères Lemieux, on sait pas trop lequel parce que les journaux sont pas clairs. Le mieux des deux. Le mieux des deux. Je pense que c'était Yvon, celui-là. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Oui, c'est encore comme l'inspecteur de quoi? L'inspecteur de qui? L'inspecteur de quoi? De quoi? Du crème! Donc, le mieux des le mieux s'en va dans un appartement qu'il a loué sur la rue Saint-Alexandre, qu'il a loué sous un faux nom quelques mois auparavant pour faire le guet, pour checker. Monsieur le Pire. Ah, c'est le petit ratoureux. C'est Jacques le Pire au lieu de Jacques le Mieux. Jacques le moi, ça va aller. Le mais. Le bœuf. Jacques le mieux. Ah, bof. Living the dream. Coussi coussa. C'est ça. Ça allait correct. Et il s'en va dans son appartement. Ouais, Sauf c'est que ça. c'est le long con. Là. Ouais, c'est ça. Il s'en va dans l'appartement, Ils sont là. occupés en espèce de... tabarnouche. Ouais, il l'avait décoré, il avait mis des posters. Ah, ils Oui, ont oui, tout oui, homestagé l'appartement. Puis il s'en va là, il check par la fenêtre pour voir s'il y a pas de police qui s'en vient. Georges Lemay, qui conduisait l'auto, s'en va se stationner près du 140 Sainte-Catherine, à proximité d'une entrée qui est dans le building où se trouve la Nova Scotia Bank. L'autre frère Lemieux, André, si je me trompe pas. Le moins bon des le mieux. Oui, mais c'est le plus svelte, par exemple. Il est tout mince. Oh! 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 C'est le Lemieux svelte. Et, Il pogne pas dans le vent. et Jacques Lajoie, ils sortent de l'auto avec leur équipement, avec des gros sacs de toile, des perceuses, des outils spécialement modifiés par Georges Lemay, perceur de coffres professionnel, pour passer à travers le béton, faire des trous. Ça sonne comme le gear de Nine Inch Nails on tour, mais... Oui, c'est ça. Des sacs de toile, des perceuses. Commandité par Rona. Clairement. De Home Depot. Rona, pour tous vos besoins, en Oui, vol de c'est banque. Ah, on va le ça. banque, on a Vol de des- banque on a des commandité par échelles. Home Depot. On a des Rona, perceuses. on vous taquine. Volez pas des banques. Anyway, ça c'est plus comme ça aujourd'hui. Si tu veux juste faire ça en 1961. Fait que le mieux svelte, puis la joie sort de l'auto, ils ont leur équipement, ils rentrent dans le building parce que le mieux avait trouvé une clé pour rentrer par en arrière. What? Donc, la clé, l'entrée du Après building... un terre! Ah, non, mais Ça- il s'était préparé. Major security breach, là, ça. Mais c'était pas une porte qui mettait dans la banque, c'est une porte qui menait dans Ah. un autre... en fait, c'est une manufacture qui avait dans le même building, mais qui était comme en arrière de la banque. Donc, c'est comme le backdoor du building, mais c'était une autre manufacture, puis lui, il avait réussi à se procurer une clé d'une manière ou d'une autre en jasant avec ses contacts. Elle était sur le crochet marqué clé arrière. Oui, c'est Clé pour la porte arrière. Clé mais pour pas la pour porte musique. arrière. À côté du punch pour... Ouais, quand tu punches pour rentrer et sortir. C'est ça. Fait que la joie reste là, il fait encore le guet. Fait le guet, il check. Le mieux réussit à rentrer, puis à côté de la porte d'entrée, il y a comme une trappe. Puis quand tu ouvres la trappe, ça mène à un réseau de tuyaux souterrains qui vont jusqu'en dessous de la banque. Fait que là, le mieux étant le plus Voyons. svelte de la gang, il réussit à rentrer dans le trou. Mais Se voyons. squeeze là-dedans. Ils l'ont beurré un petit Ouais, peu c'est juste ça. avant, là. C'est-tu Ouais. le Shawshank Dans Redemption? le slip Qu'est-ce and que c'est? slide. Ouais. Voyons donc! C'est Ok. ça. Le tuyau est en arrière d'un Là, poster de il Mickey. rampe, il s'en va, c'est ça, là, il a un petit poster de chat. Il rampe, il s'en va en dessous de où ce qu'il sait que c'est la salle des coffres-forts, puis là, il essaye de percer le béton avec tous les outils que Georges Lemay y a donné. Fait que là, il essaye de percer, nanana. Puis aussi, il faut mentionner qu'à l'époque, il n'y avait pas de système d'alarme, il n'y avait pas rien, là. Catherine a une question. Attends. Il est-tu dans le tunnel Là, quand il- il essaie de percer ou il est sorti dans une autre pièce? Non, il est dans le tunnel. Fait que Il est dans un tuyau. oui, c'est ça. C'est comme des gros tuyaux je sais pas si c'est de l'aération ou comme des genres d'égouts, là, mais c'était pas très clair. Mais c'est un réseau de tuyaux qui était déjà fait. Fait qu'ils ont pas eu besoin de percer un trou pour se rendre. Ben quand même. Mais c'est ça, moi je l'imagine comme couché sur le dos Oui. dans un tuyau avec... Ouais. C'est vraiment C'est ça! exactement Wow! ça. Puis c'est pour ça Ok. que c'est lui qui allait y aller, parce que tous les autres, Primo, c'est une espèce d'amour à glace.
Comme, il était vraiment grand pis large. Continue de m'en parler. Ouais, c'est ça. Georges Lemieux, on dit qu'il faisait 5 pieds 4, 190 livres. Fait qu'il était pas super grand, mais il était quand même costaud. Il y avait de la bête. Il y avait de la bête. Il était plus large que haut. Oui, c'est ça. C'était un petit cube, là. C'est ma shape de corps préférée. Fait qu'on dit, toi, t'es le plus svelte, prends les outils, Vas-y, mon svelte. va te coucher dans les tuyaux, là, pis perce les trous. Mais voyons donc! Ça te tombe tout d'en face! Oui, il y a ces petits filets de sécurité, Donc, c'est ça. Fait que là, il descend, nanana, personne n'a l'air de se rendre compte de rien, mais là, il essaie de faire des trous, pis ça perce pas. Le béton, il est trop solide. Maudite perceuse du Home Depot. J'espère qu'il avait gardé sa facture du Rhône. Même custom, même si c'était tout modifié par Georges Lemay, perceur de coffre-fort professionnel, il y avait rien à faire. Fait que là, après 2 heures, le mieux svelte. 2 heures. Oh my god. C'est ça. Après 2 heures à essayer de faire un trou, il sort de là, puis il est comme, ben gars, les boys, ça marche pas, va falloir qu'on vienne. Mais il était tenace en esti. Moi, je me serais tanné au bout de 15 minutes. Attends, mais là, dans le vide. Fait que là, Georges Lemay, il dit, ben, il va falloir qu'on récédule. On va réessayer la semaine d'après. Puis, entre-temps, on va essayer de s'équiper un peu mieux. Fait que là... On va retourner chez Rome. C'est ça. Là, ils ramassent leur stock. Ils s'en vont chez eux. C'est une ronde de pratique. C'est ça. Ils décident de s'en prendre la semaine suivante parce que la semaine suivante, c'est la fête de la Confédération. C'est la fête du Canada. Fait que c'est une autre longue fin de semaine. Ah, ben oui. Ouais. C'est ça? Smart. Ça tombe-tu bien, l'affaire? C'est quand même brillant, ouais. Entre-temps, toute la semaine, entre la Saint-Jean puis la fête du Canada, on a un gros montage, comme dans les films de heist avec George Clooney. Fait que là, Georges Lemay décide de se procurer des bâtons de dynamite. Donc, qui coupent en deux dans le sens de la longueur pour éviter que ça se fasse une explosion grosse, mais comme plus contrôlée. Et il fabrique un mécanisme de détonation à retardement pour s'assurer que l'explosion tue pas le mieux, là, celui qui va aller faire poser la dynamite dans le tuyau. Ben, il est bien mieux. Lui, il devait être down, là. Il était comme, merci, Georges, de t'assurer que je mourre pas. C'est comme t'es bien Petit le mieux, on a un plan pour toi. Fait que c'est basically la même affaire que la semaine passée. T'étais bien bon, fait ben c'est ça, la même affaire. Bravo, t'es tout désigné pour ça. Mais à la place d'avoir une perceuse dans les mains, t'as des bâtons de dynamite. T'es-tu down? Ça te tente-tu? Des bâtons de dynamite allumés. C'est ça, mais là... Inquiète pas. T'es allumes, en deux. Là, tu chimies les pieds premiers dans le tuyau pour retourner à l'entrée le plus possible. Inquiète pas, je les ai coupés en deux, comme quand ta saucisse à dog est trop grosse pour ton pain, pis là, ton pain, il déchire pis ça gosse, là. Ouais. Je les coupé en deux, ça devrait pas exploser trop gros. OK? Juste correct. Chill. Si ça passe, Nice. T'es là. Le mieux, c'est toi. Maintenant, c'est toi le mieux. Pis l'autre, le mieux, il est comme non! Mais c'est peut-être ça qui est arrivé parce qu'à un moment donné, dans les descriptions, il y a un des deux frères le mieux qui juste exit, il est plus là. Ah bon? Oups. Fait qu'il était comme, je sers à rien, whatever. C'est comment j'ai un rendez-vous. J'ai vu le pire, le mieux. C'est ça, j'ai loué un chalet pour la semaine, je vais pas pouvoir être là à la fête du Canada. Fait que c'est ça. Mais pendant cette semaine-là aussi, il envoie l'autre frère le mieux, puis Primo, à New York pour se procurer des walkie-talkies dernier cri, une technologie qu'on pouvait pas retrouver à Montréal à cette époque-là. Donc on est allé chercher le top du top des walkie-talkies de l'époque. Nice. Ils en ont profité pour s'acheter un baladeur cassette Sony jaune. Un Walkman. Un Walkman. Mais c'est ça. Fait que là, ils sont allés s'équiper, tout le monde s'habille en noir, il y a de la musique qui joue en background, c'est un beau montage, là. Ça fait pas marcher la première fois, là, ça va marcher. Prise 2. Des chansons de la Bolduc. On est dans les années 60, c'est pas... C'est vrai. Toutes les covers de toute américaine de Gogo, là, traduites en français illégalement, là, ouais. Splish splash quand je prends mon bain. Après la bamba, là. Tortillé écrit. C'est tortille écrit, c'est le mieux dans le tuyau. Ça va être le mieux dans le tuyau. Pourquoi on fait pas juste jouer à la fureur pendant le podcast? On aurait dû faire, il me semble. Ça pognerait, ça, je pense. Ça pognerait. Ah, je pense que oui. Il y a un marché pour ça, c'est niche. C'est niche, oui. Donc, pour revenir au vol de bande, prise 2. Vendredi 30 juin, c'est la veille de la fête du Canada. On recommence, tout le monde est prêt. TGIF. Voilà. C'est ça, les gens sont encore en train de faire leurs 5 à 7 sur les terrasses, on attend un peu, plein milieu de la nuit. Là,
Et là, on change un peu la configuration de où ce qui est où. Donc, Primo puis Lemay décident d'aller dans l'appartement loué pour faire le guet, parce que maintenant, ils ont des walkie-talkies, fait qu'ils ont plus besoin d'avoir quelqu'un comme dehors, sur place. Ils peuvent juste avoir quelqu'un qui check puis qui fasse comme « Hey les boys, la police est là, on s'en va. » Fait que là, Primo le met dans l'appartement, la joie fait encore le guet, mais à l'entrée du building, puis André Lemieux, le mieux svelte, retourne dans les tuyaux avec ses bâtons de dynamite. Non, il travaille fort. En confiance. Oui, c'est ça. Là, malgré tout ça, rendu au petit matin, le béton, il cède toujours pas. Il a travaillé toute la nuit là-dessus. Bon béton. Wow! Mais, puis là, Georges Lemay, il dit, on n'abandonne pas, on va revenir le soir même. Fait que le soir du 1er juillet. Ils sont comme, on va aller dormir pendant la journée, là. Puis, les policiers ont jamais rien remarqué qu'il y avait quelque chose qui se passait là. Puis la banque est fermée parce que c'est la fin de semaine, c'est férié. Fait que tout était fermé dans ce temps-là. Il y avait pas d'affaire d'ouvrir les banques pendant que c'était congé février. Donc, ils se sont rendus compte de rien. Ils décident de revenir. Puis, dans la nuit du 1er juillet, à 3h du matin, Lemay entend la voix de Lemieux dans son walkie-talkie qui dit « Bingo, on a fini par faire une première percée. » Fait que là, il faut maintenant élargir le trou pour permettre à Primo, l'armoire à glace, et Lemay, 5 pieds 7, 490 livres, de pouvoir rentrer dans la chambre forte. Parce qu'on est capable d'aller dans les tuyaux, mais il pouvait pas manœuvrer librement. Mais il y a aussi le fait que Georges Lemay, il insiste pour être le premier à rentrer dans la chambre des coffres-forts, parce que c'est son vol de banque à lui, c'est lui qui a passé à tout. Il mérite bien ça. Ben, en effet. Fait que là, il continue, là, ouvre le trou, puis ils réussissent tout à rentrer dans la chambre des coffres-forts, puis notre perceur professionnel se met au travail. Donc, sur les 400 coffres-forts dans la banque, Georges Lemay, il va réussir à en ouvrir 377. Tabarnouche! Donc, de 3h du matin à 5h30 du matin, ouvre le trou, puis là, ils percent tous les coffres, puis là, ils mettent ça dans les sacs. C'est bol. À 5h30 du matin, la joie aperçoit une autopatrouille de police qui se stationne devant la banque. Là, tout le monde arrête, comme, oh, statue, tout le monde arrête, on se tient son souffle. 15 minutes plus tard, les policiers s'en vont, sans même sortir de leur auto, donc c'était comme, on sait pas si c'était une alerte ou ils ont juste été patrouillés puis ils se sont stationnés là pour manger leur beigne puis leur café de chiffre de nuit. Donc ils se remettent au travail. À ne pas confondre avec le chiffre de crotte. Non, à ne pas confondre, c'est pas la même chose. C'est peut-être ça qui se passait pendant 15 minutes dans l'auto. Devant la banque. Devant la banque, ouais. C'est une maudite belle banque. C'est ça. Donc, ils réussissent à mettre tout dans leur gros sac de toile. Ils essaient de compter sur place, comme la quantité d'argent qu'ils ont. Puis il y en a tellement qu'ils sont comme, il y en a trop, on va falloir qu'on fasse ça plus tard parce que le soleil est en train de se lever puis il faut qu'ils s'en aillent. Puis là, ils décident de s'en aller vers 7h du matin. Personne ne se rend compte de rien. Puis le vol va juste être constaté le mardi suivant, parce que le lundi était aussi février, vu que le 1er juillet, c'était le samedi. Mais là, il avait pas réussi. Il restait de l'argent là-bas. Là. Il aurait pu y retourner pendant mais l'autre journée que c'était mais il avait comme pas mal tout ramassé de tous les coffres qu'il avait réussi à ouvrir. Ok. C'est comme une espèce de looting complètement frénétique, là, où ils pitchaient de l'argent dans des sacs, puis on va compter ça plus tard, là. Pas le temps de faire des maths! Ouais, 377 coffres, c'est quand même énorme. C'est une bonne moyenne, c'est oui. pas que... Donc, c'est ça. Puis ils ont tous repassé ça par les tuyaux. Oui, les sacs de toile. Hey, c'est vraiment du travail, là. Ils ont beaucoup de... C'est tout à leur honneur. Ah, c'est tout à leur honneur. Good job, les boys. Ouais. Belle ténacité. Ouais. Donc, la Nova Scotia Bank estime que les pertes sont environ à 528 000 $, mais il faut mentionner qu'ils n'étaient pas obligés de révéler toutes les pertes au public. Donc, il y a des experts qui ont fait des recherches puis qui estiment que le vol pourrait plutôt s'élever jusqu'à 3 ou 4 millions en argent comptant, bijoux et valeurs. Donc, en argent d'aujourd'hui, ça fait entre 26 et 35 millions. Ben, c'est pas pire pour une équipe de 5 hommes, là. Un bon hit. Un très bon hit. 6 mois plus tard, la joie, Primo et les deux frères Lemieux se font arrêter pour le vol. Tata. Oh non, les deux frères Lemieux! En fait, c'est Jacques Lajoie qui aurait décidé de contacter la police pour dénoncer ses conspirateurs parce que sur les 10 000 $ qui avaient été promis par Georges Lemay pour son aide dans le vol de banque, Lajoie aurait juste reçu seulement quelques milliers de dollars. Donc, ça se contredit un peu les chiffres, là. Il y en a qui disent 2500 ou 7500, mais il n'y a pas eu sa cote.
Il était fâché. Jacques Lajoie, c'était Jacques le Sorti, finalement. Il était salty en titi, là. Lui, il était juste devant la porte, là, puis il a pas eu sa paye. Donc, il était pas mal frustré de s'être fait avoir de même. Il décide de dénoncer les autres. Donc, Primo et André Lemieux, qui ont reçu leur paiement de 65 000 $ chacun, parce qu'ils ont, surtout André Lemieux, il a tout fait la job, là. Ouais. Donc, ils sont arrêtés et emprisonnés et reçoivent respectivement 13 et 6 ans de prison. Jacques Lajoie, parce qu'il a aidé les policiers, puis aussi il avait passé 11 mois en prison pendant son arrestation, il est juste libéré parce qu'il est pourtant servi, dans le fond. Mais le problème, c'est qu'on n'a aucune nouvelle de Georges Lemay, ou, comme on l'appelait à l'époque, le beau Georges. Oh! Il l'appelait de même. C'est ça, dans les beau journaux, là. C'est ça. Ben Il est où le beau voyons donc. Georges? Oh! Oh! On Son sait pas visage il est nous où. manque. On sait que c'est lui qui l'a fait parce que Jacques Lajoie l'a dénoncé, mais on sait pas il est où. On sait pas il est rendu où. Puis c'est lui qui est parti avec tout le reste de l'argent. Donc s'il Le m'amène... beau Georges Clooney. Le beau Georges. Parce qu'il m'amène à la partie 3. La chasse à l'homme. Oh! Oh, ta! Oh! Fire up les hélicoptères, on y va! Yeah, yeah! Ben oui. Chasse à l'homme. Donc, le beau Georges, qui a quitté le Québec depuis, donc on soupçonne qu'il est quelque part dans le sud des États-Unis à bord de son luxueux yacht. Attends, Le je vais utiliser yacht. mes talents de Maria Duval, là. Je pense qu'il est en Floride. Penses-tu? Donc, son yacht de 43 pieds, qui était vraiment moins impressionnant que celui de Claude Faneuf. Que le qui était yacht de 300 c'est ça, 300 C'est un pieds. yaketa de pauvre. Qu'il avait C'est nommé... vraiment un yacht. Ouais, c'est ça. Il l'avait nommé le Triana. C'est le nom Oh, du bateau. oh, oh. Mhm. On n'arrive pas à le trouver. On est sans nouvelles du beau Georges. Il l'a caché en arrière d'une Uh-huh. plante. Puis, Il l'a caché en arrière d'un plus gros yaketa. il était en arrière du Yaketa de Claude Faneuf. Oui! Non, il était pas encore parti. En 1965? Non, ok. C'est ça, il était pas encore parti. Donc, il se ramasse, le beau Georges se ramasse rapidement en tête de toutes les listes des personnes les plus recherchées, autant les listes québécoises que américaines. Donc, la GRC est sur son cas, le FBI est sur My son God. cas, on sait pas il est où. Qui était aussi sur la liste des plus beaux hommes du Québec. Oui, aussi. Oh non, pas la liste. Ça, c'est Roy Dupuis qui va jouer Georges Lemay dans le film. Oh. Donc, c'est juste en 1965, en pleine guerre froide, rappelons-le, qu'il se passe un événement historique dans l'histoire des télécommunications. Le satellite Early Bird, ou oiseau matinal, comme on l'appelait en français, est maintenant opérationnel. Donc, grâce à ce satellite-là, on peut diffuser rapidement des images et le portrait de Georges Lemay est partagé plus rapidement et plus largement par les médias parce que son portrait a été diffusé dans l'émission spéciale qui inaugurait la mise en fonction du satellite lui-même. Donc, en fait, une émission spéciale, en fait, comme, maintenant, grâce au satellite oiseau matinal, on va pouvoir trouver des criminels, dont Georges Lemay. Puis là, Donc lui, y a-tu c'est quelqu'un qui ça. l'a vu? Là, sa photo est diffusée tellement beau. sur tous les téléviseurs de l'Amérique Wow. du Nord. Puis là, tout le monde est comme, oh, il est ton beau Oh, ce le monsieur beau Oh, c'est Georges, le beau là. Il est pas Georges! si beau que ça, en plus. C'est pas mon genre. J'aimerais ça pouvoir enregistrer puis faire pause. C'est ça, juste checker la photo du beau Georges. Mais c'est ça, ça a permis quand même assez rapidement qu'un citoyen de Fort Lauderdale, en Floride, Non! Vous ne pouvez rien me cacher, ils le monsieur. reconnaissent dans la marina à Fort Lauderdale, où ce que son yacht était stationné, amarré, puis lui, il vivait sur son bateau. Donc, le FBI s'en va dans la marina à Fort Lauderdale, puis il l'arrête le 6 mai 1965. Nice! Donc, c'est pareil. Il était pas autant smart que Claude Faneuf. Effectivement, tu prends ton Fallait yaketa que t'ailles puis au tu t'en vas milieu de ailleurs. l'océan pis tu bouges pas. Mais c'est ça, mais c'est à cause du satellite. Parce que pendant son arrestation, Georges Lemay demande comment ils ont fait pour le trouver, parce qu'il dit Ouais. je commets rarement d'erreurs, comment vous avez fait pour me trouver? Puis là, il y a quelqu'un qui dit c'est à cause du satellite, puis il était comme haha, il a fallu un satellite pour me trouver. Il était vraiment, vraiment fier d'être le premier criminel à être arrêté grâce à la technologie satellite. Il est vraiment Ok. très fier, ouais. Ok! Ben, écoute, Ben, tant mieux pour lui. il a l'air un peu arrogant aussi. C'est comme... Ouais. Non, En définitivement. plus, ça prenait Vous avez des eu besoin machines d'un pour me robot? trouver, j'avais vaincu les hommes. Donc, il l'enferme dans la prison du comté de Dade, en Floride.
c'est pas très clair à ce moment-là parce que on dit qu'il a accepté un traité d'extradition au Québec pour éviter un procès à Miami. Mais en même temps, à la même époque, on a appris plus tard, parce que son incarcération a duré quand même assez longtemps, là, presque 1 an. Puis, en fait, plus 6 mois. Puis, à ce moment-là, le Québec a dit qu'ils ont jamais reçu de demande d'extradition. Fait qu'ils étaient comme juste dans une espèce de no man's land dans la prison à Miami. On sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Mais pendant qu'il était incarcéré en Floride, le 2 juin 1965, il décide de se marier avec sa partenaire de l'époque, Lise Lemieux, qui était une des frères d'André Lemieux, et on soupçonne qu'elle a aussi participé parce qu'il disait qu'elle était comme la secrétaire de la gang. Oh my C'est un god! des Lemieux avec une perruque! Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, Lise Lemieux, avec laquelle il y avait déjà un enfant, une fille. Oh non! puis C'était sa concubine. Oui, c'est sa concubine, mais là, il voulait se marier. Puis là, lui, il est en C'est prison. la famille Lemieux. Ah. Lemieux. Donc, dans une entrevue avec la presse, Lise Lemieux dit, puis là, je vais vous citer, c'est comme une longue citation, là, mais elle raconte un peu de comment ça s'est passé. Donc, Lise a dit, « Nous devions nous marier par la fenêtre de sa cellule. Mais les autorités de la pression ont eu vent de notre projet et ont déménagé Georges dans une autre cellule sans fenêtre. Oh non! Donc, je croyais que notre mariage était tombé, mais cet après-midi, l'avocat de Georges, maître H. Saint-Jean, m'a téléphoné pour me demander de me rendre au bureau de l'immigration pour 2h45. C'est vraiment très précis comme description. Donc, elle dit, je m'y suis rendue et il m'a expliqué que mon mari devait comparaître devant l'officier Milton Millich pour une certaine procédure. Quel beau nom. Milton Millich. Quelques secondes plus tard, Georges est arrivé en compagnie de ses 2 gardiens. Son avocat et l'associé de ces derniers se sont approchés de Georges et j'en ai fait autant. Les 2 sœurs de mon mari ont complété le groupe, ils étaient comme les témoins. Tout de suite, sans tarder, Maître Hoffman a demandé à Georges s'il m'acceptait pour épouse. Il a dit oui. Il a répété la même phrase à mon égard. J'ai répondu oui. Et il nous a dit que nous étions mariés. Oh, c'est tombé une belle Oui. histoire! Puis là, ils se sont embrassés. Puis là, Lise Lemieux affirme qu'à ce moment-là, Georges Lemay aurait explosé de joie en criant « L'amour est plus fort que la police ». Je veux ça sur un t-shirt! Moi aussi! L'amour est plus fort que la police. Wow! Puis il avait raison. Ils se wow. sont mariés en prison. Mais moi, je pensais que vu qu'il se marie dans une prison en Floride, que c'était genre un alligator qui fume du crack. Presque. Un alligator qui sniffe des bas de salt. Oh mon dieu! Maintenant... C'est donc bien beau. Mais là, on est content pour eux, mais en même temps, il était pas mal terrible avec les autres femmes. Fait que là, est-ce que ça va bien aller pour mais Lise attends une Lemieux? minute, là, c'est pas fini. Ok. Parce que quelques mois plus tard, il est encore dans la maudite prison en Floride, parce que finalement, il n'y a jamais eu de demande d'extradition. Le 21 septembre 1965, on apprend que Georges Lemay s'est évadé de la prison du comté de Dade. Sweet! Oui. Sweet! Daniel Sweet. Proulx raconte dans sa petite chronique que c'est vraiment une nouvelle qui a été célébrée partout au Québec, comme les gens ils étaient vraiment heureux que ce soit fait. Pour vrai? Oui, ils étaient comment? Yeah! L'amour est plus fort que la police! L'amour est plus fort que les États-Unis! C'est vrai. Oui, mais là, on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment il a fait pour s'enfuir. Fait qu'initialement, on raconte qu'il se serait enfui parce qu'il était en train de faire comme un shift de job au dernier étage de la prison, parce que les prisonniers font du ménage pis tout. Fait qu'il était au dernier étage, puis là, il dit qu'il se serait glissé le long d'un tuyau d'alimentation jusque dehors. Puis là, une couple de jours plus tard, il y a 2 suspects qui sont arrêtés, des gardes de la prison, pour avoir accepté 35 000 $ de Georges Lemay pour l'aider à s'évader. Donc, ce serait plus comme sorti par la porte d'en avant. Comme il a juste donné de l'argent à 2 gardes, puis en fait, comme, bon, on va te faire sortir d'ici. C'est moins sensationnel, mais ça fonctionne, c'est ça. Mais ça aussi, ça a permis de révéler que cette prison-là était comme vraiment, vraiment très, très corrompue, parce que les gardes acceptaient à peu près de l'argent en échange de n'importe quoi, donc ils amenaient de l'alcool, des stupéfiants, ou même, pour les plus nantis, des femmes aux prisonniers. Oh mon dieu! Que c'est le fun d'être une commodité. Oh, wow. Ouf! Donc, tout ça pour dire que Georges Lemay, il est de nouveau en liberté. On sait pas il est où. Mm-hmm. Il est encore parti. Mais les satellites sont là pour encore mettre sa photo. Ouais. Là, les gens sont donc contents de l'avoir sur leur TV. Mais là, il sait, le beau Georges est dans notre télé. Mais il sait là qu'il est trop beau là pour que ça dure. Fait qu'il décide de s'en aller. Il s'en va. On sait pas trop où est-ce qu'il s'en va. Au début, on pense que il se serait réfugié, pour citer un titre d'un article dans la presse, chez son ami Castro. Donc, on pense qu'il est à Cuba. Ouais, c'est qui s'appelle Castro? Ah, c'est Castro. Oui, ce Castro-là. Ah oui! Ah oui! Comme J'en ai entendu parler. je sais pas pourquoi il serait ami avec Castro, là.
Il était pas... Il a offert une boîte de cigares, pis là, les deux étaient comme... Là, on est pas chumés. Mais en réalité, Georges Lemay, il passe les premiers mois de sa nouvelle liberté en compagnie de sa femme, sa vraie femme maintenant, et de son enfant, puis à New York. Donc, on apprend qu'il se promenait toujours dans la rue avec des lunettes de soleil, et Lise Lemieux lui rasait la tête tous les jours pour éviter qu'il se fasse reconnaître. C'est quand même bon, ça. Ben oui, ça... Il s'exerce, Monsieur Net. Les gens, ils se déguisent pas beaucoup d'habitude quand ils sont en cavale, mais c'est effectivement une bonne stratégie. Ouais. Ça a marché, ça a bien marché pendant quelques mois, mais à un moment donné, il s'est rendu compte, il a vu quelqu'un qui connaissait un peu de loin, l'autre personne n'a pas vu, puis il a fait comme « Oh my god, je suis plus en sécurité, faut que je m'en aille ». Fait qu'il décide de partir pour Los Angeles, mais pour rapidement finir par déménager à Las Vegas, parce que c'était un grand fan des jeux de hasard. Et où il a probablement dépensé une bonne partie de sa fortune aussi dans les casinos à Los Angeles. Pas à Los Angeles, à Las Vegas. Malheureusement. En regardant les shows de Céline. En regardant les shows de Céline, puis de... Et du Cirque du Soleil. Oh, et de Wilfrid et Roy. Les magiciens de Las Vegas. Oh, c'est de la magie. La magie de Las Vegas. Las Vegas. Yeah, la magie dans nos campagnes. Mais oui. Malheureusement, son amour du vice et des jeux de hasard le mènera à sa perte parce qu'un touriste montréalais en vacances à Las Vegas le reconnaît et alerte immédiatement les autorités. Il est donc arrêté de nouveau par le FBI le 19 août 1966 au Golden Nugget de Las Vegas, en compagnie de sa femme. I don't have enough money for chicken nuggets. Le Golden Nugget. Oh non! Le Golden Nugget, c'est donc bien beau. Oui, c'est une belle place. Je sais pas si c'est encore ouvert aujourd'hui. Je sais pas. Donc, ils sont arrêtés par le FBI encore. Et Georges Lemay ainsi que sa femme sont incarcérés parce qu'elle était un complice dans, justement, toutes ces affaires. Georges Lemay essaie pas de se faire sortir de prison, donc il peut pas nécessairement payer sa caution, mais il fait beaucoup d'efforts pour essayer de faire sortir sa femme de prison, parce que c'est pas un endroit pour les femmes, selon lui. Mais dans les articles qu'on peut lire dans le journal, parce qu'il faisait beaucoup d'entrevues au téléphone avec des journalistes, les deux aimaient ça parler. Lise Lemay dit qu'elle est très très bien traitée. À un moment donné, il y a même un article sur... Elle avait fait son party de fête dans la prison, puis là, il voulait manger du gâteau. Puis là, elle pouvait pas partager son gâteau avec Georges, fait qu'elle en a envoyé un morceau. C'est comme un super long article sur comme toutes les... son party de fête, c'est ça, je faire le gâteau, puis il fallait qu'il scanne le gâteau au rayon, je sais pas quoi, là, pour s'assurer qu'il y avait rien dans le gâteau, puis qu'il était pas en train de se passer des affaires. Qu'il y avait pas de lime comme dans Lucky Luke. Oh, oui, c'est ça, un lime à ongles. C'est les Dalton. Eh oui. Puis le couple va être rapatrié à Montréal au courant du mois d'octobre 1966. Sa femme et sa fille sont en liberté, mais Georges Lemay va être enchaîné de partout pour s'assurer qu'il s'évade pas encore. Puis il va être en prison pour 1 an avant son procès. Donc, partie 4, le procès. Ah! OMG! OMG. Je vais pas aller ben, dans le détail du procès, là. Donc, c'est juste 1 an plus tard, 1 an d'attente, le 30 octobre 1967, que va commencer le procès de Georges Lemay pour le vol de la Nova Scotia Bank en 1961. Donc, il a réussi à s'évader quand même assez longtemps. Mais les conséquences le rattrapent. Donc, c'est ça, je vais pas entrer dans le détail dans le procès, je voulais juste souligner 2 anecdotes qui sont quand même assez cocasses, mais qui ça montre un peu aussi quel genre de procès on a eu à faire. La première anecdote, c'est quand Georges Lemay était en attente de son procès, il y avait comme des délais encourus parce que le juge, je me souviens plus exactement pourquoi, mais il y avait des problèmes avec le juge, puis il avait envoyé un télégramme au juge pour lui dire que, comme de se grouiller, là, comme c'est long, me semble que... Donc c'est ça, il était très cocky, il envoyait des télégrammes au juge pour faire comme « Hey, j'ai hâte à mon procès! » Ben voyons donc! Il était comme « C'est long, là, j'ai hâte de me faire juger! » Je peux savoir mon procès, je veux pas manquer District 31! C'est comme, j'ai des choses à faire, j'ai une vie de crime à vivre! C'est tout un numéro, ce genre! J'ai d'autres crimes à faire, moi, là! Oui, c'est ça! L'autre anecdote, c'est un peu comme dans l'affaire de Claire Lortie, les jurés de Georges Lemay, ils ont eux aussi eu l'occasion de faire une sortie de groupe. Oui, oui, c'est ça. Ils sont allés sous le Nova Scotia Bank, qui était maintenant désaffecté, pour évaluer la faisabilité du vol. Donc, plus précisément, ils voulaient vérifier si c'était possible de passer à travers le trou qui avait été fait pour entrer dans la salle. Ah! Oui, on voit des photos, le sténographe devait prendre ses notes sur une poubelle renversée. On s'arrange avec ce qu'on a. Il arrive et ça s'imagine, pis il est comme, bon, où est-ce que je me mets? Pis ils sont comme...
flipper une poubelle, go! Go, Voilà. go! C'est comme ça, c'est ta Oh, table. wow. Là, il y avait tous les jurés qui étaient là. Puis, Oh. les deux avocats, donc, maître Léo René Maranda, l'avocat de Georges Lemay, et l'un des nice procureurs name. de la couronne, parce qu'il y en avait deux, mais maître Stephen Cuddihy. Donc, les deux étaient C'est très... des beaux noms, ça. Cuddihy? Ouais, c'est ça. Et les deux étaient très sveltes, donc ils ont pu facilement passer par le trou de la porte qui menait au tuyau, puis là, après, pour aller sous la terre. Puis, mais le juge Trahan, qui était un peu plus corpulent, comme les journaux le disent, il a eu un petit peu plus de misère à passer, mais il a réussi à le faire pareil. Ah! Ils ont mis un petit peu de beurre. Ouais, Il a c'est réussi ça. à squeezer son booty pour Je fitter dans le sais, trou. ça, il voulait rentrer dans le trou. Mais il a réussi à y aller pareil, il a passé sa bedaine dans le trou, tout... Fait que les procureurs de la couronne étaient à peu près contents de cette expérience-là. Il y a eu d'autres petites expériences aussi qui étaient pas très très concluantes. Et dans l'article de journaux, il disait aussi, je sais pas si c'était sûrement très romancé, là, mais il disait que Georges Lemay regardait tout le temps par la porte parce qu'il pensait à s'évader. Puis là, la police était comme, non, tu peux pas t'en Non. aller. Puis il avait tout enchaîné comme Ouais, Harry c'est ça. Houdini qui essaie de se défaire d'une camisole de force. Exactement. Il était comme dans un coin, comme... Ça va partir. Mhm. Donc, le petit field trip, il a duré un peu plus que 2 heures dans la place désaffectée. C'est vraiment Et- trippant comme idée, j'aime Ouais. ça. Je sais pas s'ils font encore ça, hein, des petits field trips de même, là. Ah, ça doit. Pour aller voir des scènes de crime, ça doit. Ouais. Puis finalement, ça n'aura pas bien servi à la défense de Georges Lemay parce qu'il va être déclaré coupable et condamné le 24 janvier 1969. Enfin, c'est un long procès, là. À 14 ans de prison, desquels il n'en fera que 8 parce qu'il va être libéré en 1977. Si But m'amène. why, though? But why, though? Pour commettre plus Et il de disait crimes. qu'il y avait sûrement bonne conduite, conduite. là, ce genre de choses-là. Là. Mais là, Donc- je veux pas médire hein, sur le compte de Georges Lemay, mais il me semble que Je pense que faire tu des peux mettre ça. cambriolages, c'est comme le genre de crime où t'as vraiment des chances d'être un multirécidiviste, là. Tu Ben, en devrais plus, c'était laisser pas son sortir premier, plutôt là. pour bonne conduite. Non, c'est Non, ça. C'est c'est- clair qu'il va recommencer. C'est pas beaucoup de prison, déjà. Donc, c'est ça. On a jugé qu'en 1977, il avait servi le temps jugé nécessaire pour bien apprendre. Donc, Georges Lemay sort de prison, un homme nouveau, et finit les vols de banque parce que, pour de vrai, il en fera plus d'autres. À la place, il décide de se recycler, comme beaucoup le feront des criminels à l'époque, selon les spécialistes, dans la confection de stupéfiants. Ah! C'est pas, il est pas C'est volé pas des vols de ben banque. mieux. Non, Il est c'est rentré ça. dans sa phase Breaking Bad. C'est ça, il est allé Breaking Bad. Donc, le 26 janvier, j'ai oublié de le dire, c'est notre partie 5, que j'ai nommé pré-retraite et réajustement de carrière. Nouveau choix de carrière. Ah. Ça existe, hein. Il devait être rendu proche de son midlife crisis, là. Ça arrive à tout le monde. Ben oui, c'est ça, le 26 janvier 1979, donc 2 ans après être sorti de prison, il est arrêté de nouveau, cette fois par la GRC, en compagnie d'un dénommé Pierre Quintal, dans un entrepôt de Rivière-des-Prairies, donc dans lequel il fabriquait du LSD. Oh, 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 oh. Oh, les wow! années C'est ça, il 70! Hey, ça, c'est... Oui, c'est ça! Ah, il voulait se lancer dans la Yeah. carrière. C'est une arrestation qui est faite après 1 an d'enquête. Donc, il avait déjà ouvert une enquête en 1978 parce qu'il surveillait les allées et venues de Georges Lemay, évidemment. Puis là, il voyait qu'il avait volé puis trouvé du matériel qui était justement nécessaire dans la confection du LSD. Donc, ils ont fini par les pogner sur le fait pendant qu'ils faisaient leur première batch de LSD. Donc, il avait même pas réussi à en faire. carrière. C'est ça, il avait même pas eu réussi à en Oh. faire pour de vrai, là. Il y avait du L, du S, puis du D. Mais C'est ça qu'il Ils avait ont volé même- pour faire leur LSD. voilà Même pas eu l'alphabet. le temps de mettre un album de Led Zeppelin pour la Non, tester. c'est ça. Mais oui. Mais là, le body count de Georges Lemay continue parce que le 9 mai 1979, alors qu'il était en liberté conditionnelle, Pierre Quintal était abattu par plusieurs coups de feu devant le 10-30 rue Chérier à Montréal. Dans le 10-30. Non, le 10-30 rue Chérier. Non, je sais, c'est une blague. Le 10-30. Donc, au Pas moment dans le 10-30, t'as c'est pas ça. fort. au moment où Pierre Quintal sortait du bureau de son ancien avocat, Frank Schuffy, Oh! Wow! Ah, donc, il avait rencontré Frank Schuffy dans la journée et 2 agents de la GRC pour leur donner un enregistrement téléphonique d'un appel qu'il y avait eu avec Georges Lemay. Donc, après ça, Pierre Quintal est allé souper le soir même avec un dénommé Joe Lefebvre qui voulait s'assurer de sa présence au procès. Et on pense que Georges Lemay aurait voulu se débarrasser de Quintal
Et il l'aurait abattu après son souper. Donc, il a eu le temps de manger. C'est quand même bien. C'est gentil. Oh, c'est gentil, ça. C'est ça. Ils sont allés au restaurant Chérien, en plus. Juste en face. Oh! Ah! C'est ça. Ils ont mangé. Puis là, Mané, Gaëtan est allé aux toilettes. Puis il est plus jamais revenu. Comme dans Les Sopranos. Comme dans Les Sopranos. C'est ça. Puis, mais en plus, les avocats et les agents de la GRC ont dit que l'appel en question qu'ils voulaient partager, il incriminait pas du tout Georges Lemay. Au contraire, il aurait aidé à le disculper. Fait que c'était comme... Non! C'était comme pas très clair. Tu sais, les gens, ils soupçonnaient Georges Lemay d'avoir demandé ou fait le coup lui-même, mais en même temps, c'est pas très incriminant parce que c'est pas une preuve qu'il l'aurait incriminé. Malgré tout, il est accusé d'avoir complété l'assassinat de Pierre Quintal le 17 octobre 1983 en compagnie de Serge Charon, Alan and Frank Lannes. Oh! Lannes? Ouais, c'est ça. Juste avec ces trois messieurs-là. Donc, les quatre hommes, Georges Lemay et ces trois messieurs-là, sont rapidement disculpés des accusations de meurtre par le jury, qui était sceptique du témoin à charge. Le témoin à charge étant un dénommé Donald Lavoie, qui disait avoir tué 27 personnes. Donc, le gars arrive, il est comme, Okay. moi j'ai tué 27 personnes, je sais c'est qui a tué Pierre Quintal, c'est eux autres. Puis là, les jurys ont fait comme... C'est... Weird flex, but okay. Ouais, exactement, Ouais, c'est là. Fait que les jurys ont fait comme, me semble que t'as pas l'air très très fiable. Ils disaient que ça avait l'air d'une espèce de règlement de compte dans les tribunaux, là. Donc, ils auraient sûrement accusé ces gens-là parce qu'ils voulaient régler quelque chose puis les envoyer en prison. Mais finalement, ils ont été disculpés parce que, pour doute raisonnable, c'est très raisonnable. Ce qui m'amène à la conclusion de Georges Lemay, parce que après cet événement-là, il n'y a pas vraiment d'autres crimes connus. Je sais pas s'il y en avait d'autres, là, mais il n'y a rien qui est rapporté dans les journaux de sa carrière criminelle, parce qu'on dirait vraiment qu'il a pris sa retraite à partir de 1983-84. À un moment donné. Mais ouais. Il avait déjà beaucoup donné, là. Il a travaillé comme 30 ans dans le crime, genre. Mais c'est ça, il avait son fonds de pension de criminel, C'est bon. là. Il pouvait couler des jours doux jusqu'à sa mort en décembre 2006, à l'âge de 80 ans. Mais sa mort a juste été rendue publique 2 ans plus tard par sa fille. Donc, a été rendue publique le 28 septembre 2008. Donc, c'est pour ça la confusion un peu à savoir quand est-ce qu'il est mort. Les gens pensent qu'il est mort en 2008, mais non, c'est juste là elle avait annoncé. Et voilà. Ouais. C'est la fin. J'avoue que tu le dis peut-être pas tout de suite. C'est comme, mon père était un célèbre voleur de banque et il est mort. Tu sais, non, c'est ça, j'avoue, je comprends. C'est ça. Puis aussi, pendant les années qu'il avait pris sa retraite, il y a eu beaucoup de débats à savoir qu'est-ce qui était advenu de la fortune qu'il avait volée à la Nova Scotia Bank. C'est ça, Lemay, il fait des entrevues aux journaux. Au début, il disait que il y avait beaucoup en réserve, puis il y avait pas besoin de s'inquiéter parce qu'il y avait 3 500 000 en réserve, puis il était grillé. Puis à un moment donné, il a comme changé sa version pour dire qu'il avait tout dépensé à Las Vegas, puis il n'y avait plus d'argent. Oh non! Fait qu'on sait pas vraiment J'y qu'est-ce crois qui est aussi. arrivé. Ouais. C'est ça. On se demande aussi, tu sais, savoir est-ce qu'il a changé sa version parce qu'il voulait pas avoir à repayer l'argent, tu sais. C'est comme Éric Asselin. C'est ça, c'est louche. Oh non, pas Éric Asselin. Non, j'ai plus rien, mais check pas en dessous de mon jacuzzi, s'il te plaît. Il est dans les murs de mon bungalow. Nope. Ah, ben merci Voilà, beaucoup, Mégane, pour ce cas. C'était très intéressant. Très La, palpitant. la fabuleuse carrière de Georges Lemay. Du gentleman cambrioleur du Québec. Québec, ouais. Le Arsène Wow. Lupin québécois. Ben, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui encore, Mégane. C'est bien gentil. Mais ça fait plaisir. Merci d'avoir invité à venir à votre émission. T'es toujours la bienvenue, il y a toujours une tasse pour toi, Mégane. Oh, absolument. Merci. Alors, si vous aussi, à la maison, chers auditeurs, chères auditrices, vous avez déjà volé une banque comme Georges Lemay, s'il vous plaît, écrivez-nous un peu de crime à gmail.com, mais aussi appelez la police pour vous rendre, comme on dit à chaque épisode, parce que c'est pas très gentil, voler les banques, non, On prend c'est pas pas- les choses des autres. Faut pas prendre les choses des autres, ça t'appartient pas, t'as pas le droit de faire ça. Alors écrivez-nous un peu de crime à gmail.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, nous sommes à Un peu de crime et sur Instagram, nous sommes à Un peu de crime dans ton café. Nous publions sur Facebook des très beaux visuels qui sont faits par Audrey. Merci Audrey pour Merci. tous les beaux visuels. Oh, Donc, merci. Des visuels qui sont personnalisés pour chacun de nos épisodes. Et c'est là aussi qu'on partage toutes les nouvelles concernant notre podcast. Alors, nous vous invitons à nous suivre et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Un peu de crime dans ton café. Bye bye tout le monde! Bye, Bye tout le monde. bye.